Il est 20h30 sur Africa 7. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons en bref. L'inspecteur Ousmane Faye décède finalement des suites de son malaise au cours de la cérémonie de passation de service entre le colonel Daouda Diop, directeur de l'administration pénitentiaire, et son prédécesseur, le magistrat Cheikh Tidiane Diallo. Il est tombé au moment où il faisait son discours d'ouverture. Promu officier de l'Ordre national du mérite le 5 mars 2013, il a tiré sa révérence à l'hôpital principal de Dakar. Le Koweït vient de rappeler son ambassadeur à Téhéran. Cette décision fait suite aux tensions diplomatiques avec l'Iran, 3 jours après l'exécution du dignitaire chiite. Un récit de Fatou Cissé. On nous informe à l'instant que l'élément n'est pas encore prêt. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Les tensions sont aussi très vives entre l'Iran et l'Arabie Saoudite depuis l'exécution du religieux Nimr Bakr Nimr. Papa Cheikh Ndiaye Diouf nous fait le point sur l'opposition entre ces deux puissances régionales. Samedi, Nimr Bakr al-Nimr, un dignitaire chiite formé en Iran et exécuté en Arabie Saoudite. La situation met le feu aux poudres entre Riyad et Téhéran. Ils suspendent leurs relations diplomatiques. Poids lourd du Moyen-Orient, séparés par les 3 golfes persiques, l'Arabie Saoudite et l'Iran entretiennent depuis longtemps des relations particulièrement tendues. L'opposition entre les deux théocraties apparaît tout d'abord confessionnelle. Depuis la révolution islamiste de 1979 en Iran, qui a instauré un régime chiite dans l'un des seuls pays à majorité chiite du monde musulman. En face, la dynastie saoudienne règne sur l'Arabie Saoudite en y appliquant la doctrine wahhabiste, mouvement issu de l'islam sunnite. Des tensions religieuses sur fond d'opposition qui cachent des enjeux géopolitiques. Ces nouvelles tensions interviennent 3 mois après le drame du pèlerinage à la Mecque qui a fait plus de 2000 morts, dont une majorité d'Iraniens, et provoqué une crise entre les deux pays, Téhéran reprochant notamment à Riyad de ne pas assurer la sécurité des pèlerins. Elles apparaissent également dans un contexte sensible autour du prix du pétrole, alors que l'Iran accuse l'Arabie Saoudite de porter atteinte aux intérêts de son propre peuple et au peuple musulman de la région, en faisant baisser les cours aujourd'hui au plus bas depuis 2009. Les deux pays sont engagés dans la lutte contre l'organisation État islamique en Irak et en Syrie, mais Téhéran et Riyad sont loin de travailler de concert contre les djihadistes, principalement en raison de leur divergence de vue fondamentale sur l'avenir de Bachar al-Assad. L'Iran est, avec la Russie, au soutien affiché de Bachar al-Assad, contrairement au pouvoir saoudien. Reste que si le royaume saoudien demeure une base de logistique majeure pour la coalition, l'Arabie Saoudite semble ces derniers mois avoir bien plus engagé ses forces au Yémen où combattent des rebelles chiites. Au Sénégal, le SAES donne 1 mois d'ultimatum au gouvernement pour le respect des accords signés en mars 2015. Le syndicat a observé un débrayage suivi d'un préavis de grève. Ce matin, nous y reviendrons au cours de cette édition. Les étudiantes de l'UCAD se prononcent sur le préavis de grève du SAES. Elles se disent inquiètes pour leur avenir. C'est un reportage d'Amadou Sabarba et Léa Niafouna. Mariette Tougaï est nouvelle bachelière orientée à la faculté de droit. Le préavis de grève du syndicat autonome de l'enseignement supérieur ne laisse pas indifférente cette native de Richard Toll. Bon, je dirais que c'est un peu décourageant de travailler, de se décarcasser pendant 9 mois, venir à l'université, surtout si on vient de loin, venir pour travailler, espérer avoir quelque chose, entrer dans une autre étape, mais venir ici, on nous dit qu'il y a un préavis de grève, vraiment ça nous décourage. Un avis partagé par ses anciennes camarades de lycée. Pour ces nouvelles pensionnaires de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est très tôt pour parler de grève. Si, on a bien peur de ça, parce que nous sommes des étudiantes en première année et nous voulons travailler. C'est un peu flippant quand même de faire des grèves. Oui, en fait, je suis très surpris d'entendre la nouvelle. Tout récemment, on n'a même pas commencé, on entend des grèves. Vraiment, nous sommes inquiets. Malgré la pression des syndicats d'enseignants, cet étudiant en master n'a pas une peur bleue, dit-il. Nous n'avons aucunement senti cette peur bleue par rapport à ce préavis de grève. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a déposé un préavis de grève ce lundi 5 janvier
Mais les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar demandent aux deux parties de trouver un consensus pour une année académique apaisée. Je vous le disais à l'instant, un mois d'ultimatum, c'est ce que donne le SAES à l'État sénégalais pour le respect des accords signés en mars 2015. Le syndicat a observé un débrayage suivi d'un préavis de grève ce matin. Son coordonnateur Yankhoba Seydi est au micro d'Amadou Sabarba et Léa Niafouna. Il y a premièrement la question relative à la réforme des titres académiques. Alors vous vous rappelez très bien, dans les accords, cette réforme devait entrer en vigueur le 1er janvier 2016. C'est une réforme qui complète la réforme LMD. On a fait la réforme LMD, on n'a pas terminé parce qu'on n'a pas réformé les titres. Partout où la réforme LMD se fait, elle va avec la réforme des titres. 3 titres, les 3. Donc vous êtes titulaire d'un doctorat, eh bien vous êtes maître de conférence, vous êtes professeur titulaire après avoir été assistant ou maître assistant. Le maître assistant n'existe plus. Alors, cette réforme ne pouvait pas attendre. Le gouvernement, le président de la République, dans son discours du 3 avril dernier, lui-même est revenu là-dessus pour dire qu'effectivement, cette réforme allait entrer en vigueur le 1er janvier 2016. Nous sommes le 5 janvier 2016. Le texte de la réforme des titres n'est même pas sorti du secrétariat général du gouvernement. Dans le préavis, c'est la pension de retraite qui n'est pas revalorisée. Le gouvernement avait promis de nous revenir dans les 2 mois qui suivent. Il n'est pas revenu. La prime académique, le gouvernement a promis de nous revenir dans les 2 semaines qui suivent la signature de l'accord le 16 mars. Il ne nous est pas encore revenu. Donc vous voyez, la démarche du gouvernement, ce n'est pas une démarche constructive. Et le gouvernement n'est pas dans un élan de respect de ses engagements pris. C'est ça qui nous choque. Et je veux prendre l'opinion à témoin. Le SAES ne sera pas responsable de ce qui arrivera. L'interdiction des sachets plastiques est finalement décrétée au Sénégal, une législation globalement bien accueillie malgré quelques réserves. Un reportage de Jean-Djibril William. 9 mois après son adoption par les députés, la loi portant interdiction des sachets plastiques est officiellement entrée en vigueur ce 4 janvier au Sénégal, avec pour objectif la préservation de l'environnement, une mesure dont l'approbation populaire est quasi unanime. C'est comme on le dit, ça dure des milliers d'années. Bon, au niveau des fosses septiques, c'est quelque chose qui bouge. Au niveau de l'alimentation, parce que, comme vous le dites, les batailles, des fois ils passent, ils en mangent, ça crée beaucoup de dégâts. Donc je crois que là, c'est une très bonne chose. Interdire les sachets plastiques légers, c'est aussi retirer au commerce leur principal outil d'emballage. En lieu et place, des sacs en papier ont ainsi été prévus par les autorités, un produit qui pour l'heure reste encore difficile d'accès. C'est une mauvaise politique. Parce que quand on décide d'arrêter une chose, hein, d'abord, il faut faire de telle sorte que le produit qui va le remplacer soit présent sur le marché. Maintenant, ils ont créé 3 sociétés qui vont faire les papiers en carton, tels que Russac, Sips et je ne sais pas l'autre qui. Pour une commande qui passe, une commande pour 15 jours, pour recevoir ta commande, ce n'est pas normal. Un suivi qui toutefois ne semble pas s'appliquer à tout le monde. Privé de ses précieux sachets, Gagnefay peine à emballer les fruits qu'il vient de vendre. Sa solution de substitution, il l'improvise sur place. La loi nous dérange beaucoup parce que nous avons besoin des sachets pour y mettre ce qu'on nous achète. En ce moment, on n'en trouve presque plus. Et puisqu'on ne nous a rien donné à la place, nous sommes obligés d'utiliser des boîtes pour y mettre les produits achetés par les clients. Malgré l'arrêt de leur production, les sachets plastiques de faible micronage restent encore visibles dans quelques rares commerces. Annoncés pour le mois en cours, leur disparition s'annonce toutefois difficile pour les commerçants qui, malgré leur approbation, fustigent un suivi insuffisant. L'interdiction des sachets plastiques est bien approuvée par bon nombre de Sénégalais, mais ils dénoncent le manque de mesures d'accompagnement. Un micro-trottoir de Papa Cheikh Ndiaye Diouf et Paulette Mendy Préra. Je pense que c'est une belle initiative du moment où les sachets plastiques polluent notre environnement. C'est une très bonne initiative parce que ça permet d'éviter la pollution et de protéger l'environnement. Dans un pays comme le Sénégal, il est inadmissible de voir des sachets plastiques par terre. Regardez, les gens n'y prêtent même pas attention. Les autorités ont pris du temps pour faire entrer cette loi en vigueur. L'État d'abord, il devrait prendre des mesures pour accompagner cette loi.
d'abord, mais introduisant les sachets plastiques, ça mettre quelque chose à la place, ce n'est pas important parce que les gens ont besoin de mettre les objets qu'ils utilisent ou les aliments dans des sachets. Les autorités auraient dû mettre sur le marché des sachets en carton avant de prendre la moindre décision. On n'en trouve presque pas. Actuellement, on peine à avoir là où mettre les bagages quand on vend les clients. C'est ça le problème. Il fallait mettre les sachets en carton d'abord sur le marché, comme ça interdire les sachets en plastique. Ils ont pris la décision d'interdire l'utilisation des sachets plastiques sans pour autant penser à l'hivernage. Comment va-t-on faire maintenant pour protéger nos téléphones de la pluie? Tout ça devait être prévu. Par contre, faites très attention. Vous avez interdit les sachets plastiques. Faites tout pour nous présenter des sachets de qualité. Fenêtre sur les propos du conseiller du président de la République Ismaïla Madior Fall qui défraie toujours la chronique. Les juristes, quant à eux, se prononcent sur la question. Macky Sall se pliera-t-il à la volonté du Conseil constitutionnel ou non? Élément de réponse avec ce récit de Fatou Cissé. La saisine du Conseil constitutionnel sur la réduction de 7 à 5 ans du mandat présidentiel continue de susciter la polémique. Même les juristes n'ont pas accordé leur violon sur ce cas d'espèce. Ismaïla Madior Fall, conseiller juridique du président de la République, soutient que ce dernier sera obligé de suivre l'avis du Conseil constitutionnel, quel qu'il soit, et par conséquent, il ne pourra se soustraire à son propre avis. Et pour d'autres juristes spécialistes du droit public, le Conseil constitutionnel donne juste un avis consultatif. Le chef de l'État, Macky Sall, a le droit de ne pas suivre cet avis. La Constitution, dans toutes les constitutions pratiquement, il y a toujours un titre qui est consacré à la révision de la Constitution. C'est-à-dire, c'est une manière de montrer que la Constitution peut faire l'objet de modifications. C'est ça qu'on appelle la révision. Et il y a un titre qui prévoit de la révision. Donc, moi, ma position, c'est quoi? C'est que le président, s'il veut, il peut passer par cette procédure qui est prévue à l'article 103 pour réviser la Constitution. Et s'il passe par l'article 103, on n'est plus dans le cadre de l'article 51 où il doit consulter, il ne doit pas consulter le Conseil constitutionnel, il doit suivre, il ne doit pas suivre, parce que dans l'article 103, nulle part on ne parle de consultation du président de la République. Même chant de cloche pour Ababacar Gaye, libre au président de se référer au peuple souverain, avise-t-il. On peut considérer qu'il s'agit d'un simple avis consultatif, parce que s'il s'agissait d'un avis conforme, on l'aurait prévu dans le texte. C'est-à-dire que l'article 51 aurait dit que pour réviser la Constitution, le président de la République doit recueillir l'avis conforme du Conseil constitutionnel. Mais comme le texte ne le dit pas, ça veut dire que c'est un simple avis consultatif, donc qui ne lie pas le président de la République. Avis consultatif ou avis conforme, le président va devoir se fixer une bonne fois pour toutes sur la durée du mandat présidentiel, comme il l'a réitéré à l'occasion de son discours du 31 décembre. En bref, toujours aucune trace du djihadiste Cheikh Ould Salek, évadé de la prison centrale de Nouakchott depuis jeudi soir. 5 jours plus tard, les recherches se poursuivent en Mauritanie, mais aussi au Sénégal, où le fugitif aurait pu trouver refuge. Selon les forces de police, une dizaine de personnes auraient été interpellées dimanche à Saint-Louis dans le cadre des recherches menées pour retrouver le prisonnier évadé. Cheikh Ould Salek a été condamné à mort depuis 2011 après l'attentat manqué contre le président mauritanien. Et place à présent à l'actualité internationale. Hors de nos frontières, au Kenya, l'université de Garissa a repris ses activités 9 mois après l'attaque sanglante des Chebabs. En Centrafrique, une vingtaine de candidats demandent l'arrêt des dépouillements pour fraude et irrégularité du scrutin. Les États-Unis veulent jouer la carte du dialogue entre l'Arabie Saoudite et l'Iran pour une décrispation plutôt de la situation au Royaume-Uni. Le djihadiste britannique masqué a été identifié, le tout avec Daouda Sow. L'université de Garissa a réouvert ses portes.
La réouverture a eu lieu 9 mois après l'attaque terroriste d'un commando de militants islamistes somaliens Shabab. L'attaque avait fait 148 morts. La grande majorité du personnel a répondu présent pour cette pré-rentrée et environ 60 étudiants devraient faire leur retour lundi prochain pour la rentrée effective selon le directeur de l'université, Ahmed Osman Warfa. L'université accueillait quelques 800 étudiants avant le massacre. Les conditions de sécurité ont été renforcées avec la construction d'un poste de police au sein même de l'institution. Une clôture extérieure est également prévue. L'attaque sur l'université de Garissa le 2 avril 2015 est la plus meurtrière jamais menée au Kenya par les Shabab qui ont fait allégeance à Al-Qaïda. Sur les 148 victimes, 142 étaient des étudiants. En Centrafrique, une vingtaine des 30 candidats en lice à l'élection présidentielle ont appelé lundi à un arrêt du dépouillement des bulletins. Ces derniers dénoncent une mascarade dans une déclaration commune. Les signataires de cette déclaration ont fait état de nombreuses irrégularités après la publication des premiers résultats partiels du scrutin du 30 décembre. Ils invitent tous les acteurs impliqués à se mettre autour d'une table pour définir les modalités pour la sauvegarde de la nation. Le texte affirme que les opérations électorales ont révélé de grandes irrégularités et intimidations dans le déroulement du scrutin et des manipulations de nature à remettre fondamentalement en cause la sincérité, la transparence et la crédibilité du scrutin, sans toutefois préciser lesquels. Les candidats en tête après la publication dimanche des résultats encore très partiels sont Faustin Touadéra et Anissé Georges Dologuélé. Ils ne figurent pas parmi les signataires. Ils ont minimisé les problèmes d'organisation en mettant l'accent sur la mobilisation des électeurs. Près de 2 millions d'électeurs centrafricains étaient appelés aux urnes mercredi pour élire un nouveau président et leurs représentants à l'Assemblée nationale. Ces scrutins sont censés sortir le pays de 3 années de violences intercommunautaires qui l'ont ravagé. Les États-Unis tentent de calmer les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. John Kerry a personnellement appelé ses homologues saoudiens et iraniens, expliqué lundi le département d'État, et John Kirby, le porte-parole de la diplomatie américaine, espère que cette tension n'empêchera pas les négociations sur le dossier syrien. Ni les avertissements lancés au gouvernement saoudien avant les exécutions, ni les bonnes paroles n'ont jusque-là eu effet attendu. L'Arabie saoudite ne semble plus entendre son allié américain. Le refroidissement des relations depuis l'accord sur le nucléaire iranien n'est pas réglé, malgré les efforts de Washington et des promesses de nouvelles livraisons d'armes. Les États-Unis se trouvent pris entre deux feux, embarrassés par ces tensions qui opposent des alliés traditionnels, les Saoudiens, et d'anciens ennemis, les Iraniens. Les deux puissances ont des positions divergentes sur tous les dossiers. La rupture des relations diplomatiques entre les deux pays fait suite à l'exécution du leader chiite Nimr al-Nimr et la destruction de l'ambassade saoudienne à Téhéran. L'enquête sur l'identité du djihadiste qui menace le Royaume-Uni se concentre sur un Britannique. Selon une source officielle, le personnage masqué serait Siddhartha Dar, aussi connu sous le nom d'Abu Ramaisha. Il a fui en Syrie en 2014, alors qu'il était dans le viseur de la justice britannique. La BBC affirme que Ramaisha est directement visé par l'enquête ouverte par les autorités britanniques après la diffusion de la vidéo dimanche. Mais les autorités britanniques n'ont donné aucun élément confirmant cette thèse, relayée par plusieurs médias britanniques. L'enregistrement vidéo montre l'exécution de 5 hommes présentés par un djihadiste s'exprimant en anglais comme étant des espions à la solde du gouvernement britannique. La sœur du suspect, Konika Dar, n'a pas été en mesure de l'identifier formellement. Toutefois, elle a reconnu que la voix du djihadiste de la vidéo ressemblait à celle de son frère. En sport, au Real Madrid, 5000 spectateurs étaient présents à la première séance d'entraînement de l'équipe A dirigée par Zinedine Zidane, et à Manchester United. Tout le monde est prêt à tout pour recruter le Brésilien du FC Barcelone, Neymar, en Riven. Nommé lundi soir aux commandes de l'équipe première du Real Madrid, Zinedine Zidane a tenu ce mardi son premier entraînement devant plus de 5000 supporters.
À la une de tous les quotidiens sportifs et pas qu'en Espagne, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, jusqu'alors entraîneur de l'équipe réserve, succède sur le banc de touche à Rafael Benitez. Un poste pour lequel il était déjà pressenti en juin dernier après l'éviction de Carlo Ancelotti. Zidane a porté le maillot de la Maison Blanche entre 2001 et 2006. Le meneur de jeu avait alors remporté la Ligue des Champions en 2002 et le championnat d'Espagne en 2003, des titres qu'il visera désormais en tant qu'entraîneur. Et si Manchester United venait jouer les troubles fêtes entre Neymar et sa prolongation de contrat au Barça? Déjà courtisé l'été dernier, le Brésilien devrait, selon le Daily Star, faire l'objet d'une nouvelle approche dès juin 2016. Les Reds seraient ainsi prêts à débourser la clause libératoire du joueur, estimée à 190 millions d'euros, soit 125 milliards de francs CFA. Sous contrat jusqu'en 2018, Neymar comptabilise déjà 16 buts en 20 titularisations cette saison sous le maillot Blaugrana. Le Real Madrid et Manchester City seraient également intéressés par l'attaquant de 23 ans. Et voilà, c'est cet élément sport de Jean-Djibril William qui met en terme à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Africa 7. Bonsoir à tous.